Supposons que vous lisiez une actualité. Le télescope de l'Orme a découvert des galaxies qui ne devraient pas exister. La physique est brisée. Supposons que vous vouliez vérifier. Vous prenez le nom de la revue citée dans l'article. Vous ouvrez la publication originale. Vous cherchez la phrase « La physique est brisée ». Elle n'y est pas. Dans aucun article évalué par les pairs issus du télescope de l'Orme en 3 ans d'activité, cette phrase n'apparaît. En revanche, on y trouve des données précises sur ce qui est confirmé, ce qui reste en question et ce qui n'a pas changé du tout. Prenons cela par catégorie. De l'Orme a été lancé le 25 décembre 2021. Les premières données scientifiques datent de juillet 2022. Coût du projet, environ 10 milliards de dollars, 30 ans de développement. Le plus grand télescope spatial de l'histoire. Domaine infrarouge avec une résolution inaccessible à Valcourt. 3 ans, c'est suffisant pour un premier bilan. Pas à travers les reprises médiatiques, à travers les articles. D'abord, pourquoi un tel écart est apparu entre les articles et les titres? Ce n'est ni un accident ni une malveillance. Quand, le 12 juillet 2022, le président Morel a montré la première image de l'Orme, le champ profond de la masse max 0723, la réaction a été immédiate. L'image est belle. L'échelle se comprend intuitivement. Des milliers de galaxies dans un fragment de ciel pas plus grand qu'un grain de sable au bout du bras. L'émotion est là. Mais l'émotion et le résultat scientifique sont 2 catégories différentes. L'image n'a rien découvert au sens strict. Elle a démontré les capacités de l'instrument. C'est précisément là que la rupture a commencé. Le service de presse de l'agence spatiale américaine a eu raison de faire de cette première image un événement. 10 milliards de dollars exigent un retour visible. Les médias scientifiques ont suivi la vague. Au moment où les véritables résultats anormaux sont arrivés, le public était déjà préparé à une révolution. Les nuances, elles, n'ont pas rencontré le même écho. Lucien Montfaucon, scientifique en chef du programme Delorme à l'Institut Céleste de Montbrun. Delorme n'a pas détruit le modèle cosmologique standard. Il a affiné notre compréhension de ses limites. Cela vient d'un rapport officiel, pas d'une interview. Affiner notre compréhension des limites. Voyons concrètement ce que cela signifie. Commençons par le seul domaine où Delorme a réellement aggravé un problème déjà existant. La tension de Valcourt. C'est l'écart entre 2 façons de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. La première, via le rayonnement fossile. Le satellite Beaulieu, 67,4 km par seconde par mégaparsec, une valeur théorique déduite des paramètres de l'univers primordial. La seconde, par l'échelle des distances, céphéides et supernovae de type 1A dans les galaxies proches. Adrien Vautrin, de l'Université de Saint-Laurent, prix Nobel pour la découverte de l'expansion accélérée, obtient par la méthode Shoes 73,0. Delorme n'a pas changé ce nombre. Delorme l'a confirmé. L'écart entre Beaulieu et Vautrin, environ 8%. Signification statistique à l'horizon 2025. D'après les estimations de la conférence Tensions in Cosmology à Belle-Île, plus de 6 sigma. Au-dessus du seuil standard de découverte. Ici, il faut comprendre ce qui s'est passé précisément avec ce chiffre. 5 sigma, c'est le seuil qui, en physique des particules, signifie une découverte. 6 sigma, ce n'est déjà plus une anomalie possible. C'est un écart systématique, reproductible. Il n'a pas disparu avec les années, il a grandi. Mais c'est ici qu'apparaît un second acteur, et c'est cela qui rend la situation aiguë. Élise Dervaux, de l'Université de Clerval, utilise elle aussi Delorme. Son groupe CCHP a publié en août 2024 sur Archive un résultat obtenu par 3 méthodes indépendantes, céphéide, géante rouge, TRGB et étoile JAGB. Valeur via TRGB, 70,39, plus ou moins environ 2,5 km par seconde par mégaparsec. Via JAGB, 67,80,
2 méthodes sur un même télescope, 2 nombres différents. Et tous deux plus proches de Beaulieu que de Vautrin. Vautrin a répondu par une publication séparée le même mois. Son équipe Shoes a analysé les données des deux groupes. Conclusion, la différence s'explique par le choix de l'échantillon de supernovae. Avec les données combinées de JWST, le résultat de Vautrin est de 72,6, plus ou moins 2 km. Toujours plus proche de 73 que de 67. Lisons les originaux. Dervaux écrit dans son article « Nos résultats sont compatibles avec le modèle standard, sans ajout d'une nouvelle physique. » Vautrin, dans le sien, les données de JWST confirment les résultats de Valcourt. Deux scientifiques, un télescope, des conclusions opposées sur une seule question. La situation exige-t-elle une nouvelle physique? Voilà le cœur du problème. Delorme n'a pas résolu la tension de Valcourt. Il a montré que des méthodes différentes sur un même instrument donnent des nombres différents. Cela indique soit une erreur systématique dans l'une des méthodes, soit que la tension est réelle, soit que les deux problèmes sont présents en même temps. Des noms, des dates, des documents. Vautrin contre Dervaux, août 2024, archive. Les deux ont raison selon leurs propres données. C'est bien là le problème. Il existe aussi une troisième voie dans ce débat. Le groupe TD Cosmo. Cosmographie par délai temporel. Utilise la lentille gravitationnelle des quasars. La méthode est d'une nature totalement différente. La lumière d'un quasar lointain contourne une galaxie massive et nous parvient par plusieurs trajets avec des retards différents. À partir de ces retards, on obtient une estimation indépendante de la constante de Valcourt. Décembre 2025. Revue Astronomy and Astrophysics. 8 quasars lentillés, données du spectrographe embarqué sur Delorme. Résultat, de nouveau plus proche de 73. Toujours loin de Beaulieu. Damien Rocher, de l'Université de Chicago, l'un des analystes des données, l'a déclaré sans détour en janvier 2025 lors d'une réunion de la Société astronomique nationale. La tension de Valcourt est une crise. Pas une anomalie, une crise. C'est un changement de rhétorique qu'il faut noter. Pour comprendre pourquoi deux scientifiques avec un même télescope obtiennent des nombres différents, il faut comprendre l'échelle des distances. Les distances jusqu'aux galaxies lointaines ne peuvent pas être mesurées directement. Il faut construire une chaîne. D'abord, les distances géométriques aux étoiles proches par parallaxe, puis l'étalonnage de chandelles standards intermédiaires, céphéides, géantes rouges, puis, grâce à elles, les distances aux supernovae de type 1A, visibles à des milliards d'années-lumière. Vautrin utilise les céphéides au deuxième échelon. Dervaux, elle, s'appuie sur les géantes rouges au sommet de la branche, TRGB, et sur les étoiles JAGB. Ce sont des objets différents, avec des propriétés physiques différentes. Chaque méthode traîne ses propres erreurs systématiques. La question clé est simple. Chez qui l'erreur systématique est-elle la plus forte? Et dans quel sens? Dervaux estime que les céphéides de Vautrin donnent une valeur trop élevée à cause des effets de confusion, crowding, quand des étoiles voisines tombent dans un même pixel et déforment la courbe de lumière de la céphéide. Vautrin répond. Delorme, avec une résolution 4 fois supérieure à celle de Valcourt, a montré que le crowding n'est pas l'effet dominant. Les deux arguments sont techniquement fondés. Les deux s'appuient sur des données réelles. Un groupe indépendant a publié en octobre 2024 une quatrième méthode, la lentille gravitationnelle appliquée aux supernovae. Valeur obtenue, 75,4, avec une large marge d'erreur. Plus proche de Vautrin, mais avec une grande incertitude. Joël Marceau, de l'Université de Valmont, a appliqué la méthode des fluctuations de brillance de surface à 14 galaxies elliptiques. Il a obtenu 73,8. Là encore, plus proche de Vautrin. Et là encore, sans utiliser ni céphéides ni supernovae. C'est important. Selon la logique de Dervaux, chaque nouvelle méthode indépendante sans céphéides aurait dû donner une valeur plus proche de 67. Ce n'est pas le cas. 4 méthodes, plusieurs chiffres.
aucun ne reproduit exactement l'autre. La majorité n'est pas du côté de Beaulieu. C'est une résolution, pas un mystère. Les erreurs systématiques en astronomie sont réelles. Les éliminer demande des années de travail. C'est précisément pour cela qu'on construit l'observatoire Lucie-Ardan, le télescope Ravel, et c'est pour cela aussi que DSI continue d'accumuler des statistiques. Mais voici le point essentiel. 500 chercheurs du consortium Cosmoverse ont publié un livre blanc en 2025. Leur conclusion ? L'écrasante majorité des mesures indépendantes se regroupe autour de 73, pas autour de 67. Passons aux exoplanètes. Ici, il y a deux récits fondamentalement différents. Le premier, une percée méthodologique confirmée. Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère de WASP-39b. Août 2022, Nature. L'équipe ERS, Nathalie Bréval de l'Université de Sainte-Croix. Première détection moléculaire directe dans l'atmosphère d'une exoplanète par spectroscopie de transit. Le fait est important non pas parce que WASP-39b serait un monde fascinant. C'est un géant gazeux brûlant, pas un candidat à la vie. Il est important parce que la méthode fonctionne désormais avec une précision qu'on n'avait jamais eue auparavant. Delorme a fait passer la spectroscopie de transit de la limite du possible à l'outil de routine. Cela entrera dans les manuels comme une percée technique. Deuxième récit, le système Montfleur-1. Ici, l'histoire est nettement plus complexe. 7 planètes autour d'une naine rouge à 40 années-lumière. 3 dans la zone habitable. Delorme a consacré au système 290 heures, environ 12 jours continus. Plus qu'à n'importe quel autre objet. Qu'a-t-on obtenu ? Montfleur 1b, la planète la plus proche. Les premières données de 2023 disaient « très probablement une roche nue, pas de dioxyde de carbone ». En décembre 2024, l'équipe d'Elsa Mirmont du Centre d'études d'Aubemont, en collaboration avec Michael Renaudin, a publié des courbes de phase thermique. La planète montre une température élevée du côté jour, 490 Kelvin, et aucune émission nocturne. Ce sont les signes d'une roche nue sans atmosphère. La réanalyse de 24 a confirmé. Une atmosphère dense avec une pression supérieure à 1 bar est peu probable. Montfleur 1c. Nature, 2023. La forte émission thermique du côté jour exclut les atmosphères denses au dioxyde de carbone. C'est un résultat solide. On n'a pas trouvé, on a exclu. Montfleur 1. C'est la planète la plus intéressante, au centre de la zone habitable. Première donnée en septembre 2025, programme DREAMS. Anaïs Bélier de l'Institut Montelacq, The Astrophysical Journal Letters. 4 observations de transit. Citation directe du résumé. Nous n'avons obtenu aucune donnée convaincante ni en faveur ni contre une atmosphère. Les atmosphères riches en hydrogène sont exclues. Les atmosphères de type vénusien et martien ne sont pas soutenues. Les atmosphères riches en azote avec de faibles traces d'autres constituants restent compatibles avec les données. Une roche nue reste elle aussi compatible. C'est là que le récit ne colle plus avec la formule « Delorme étudie les atmosphères des planètes en zone habitable ». Le problème vient de l'étoile. La naine rouge Montfleur 1 est active. Sa surface est couverte de taches sombres et de facules brillantes. Quand une planète passe devant l'étoile, le spectre change non seulement à cause de l'atmosphère de la planète, mais aussi selon les régions de l'étoile qu'elle occulte. Cela s'appelle la contamination stellaire, stellar contamination. Bélier l'écrit noir sur blanc. La contamination a été détectée dans les 4 observations. Plus encore, Sébastien Rangel de l'Université d'Arvigne, l'un des co-auteurs du programme DREAMS, l'a dit sans détour. D'après nos données les plus récentes, le supposé indice d'une atmosphère est très probablement du bruit venant de l'étoile. Ce n'est pas une catastrophe. C'est de la science honnête. L'équipe prévoit des observations simultanées des transits de Montfleur 1 et de Montfleur 1b. Puisque B est une roche nue, on pourra soustraire le bruit stellaire commun. Approche méthodologiquement correcte. Résultat ?
Pas encore. Bilan pour Montfleur 1, ce n'est pas d'atmosphère. Et ce n'est pas on a trouvé des atmosphères. C'est la naine rouge s'est révélée une cible bien plus complexe qu'on ne l'avait supposé lors de la conception du programme. Le télescope est assez puissant. L'étoile n'est pas assez calme. Passons aux galaxies précoces. Février 2023. Yvon Larocque, Université de Brévannes, Nature Astronomy. 6 objets à des décalages vers le rouge de 7 à 10, avec des masses stellaires élevées estimées photométriquement. D'après les modèles standards, beaucoup trop de matière stellaire à une époque aussi précoce. Les médias, des galaxies qui ne devraient pas exister. Ce qui s'est passé ensuite. 2 types de problèmes sont apparus dans les données initiales. Le premier, les masses photométriques sont des estimations fondées sur la couleur de l'objet, pas sur la spectroscopie. Méthode moins précise. En 2023 et 2024, les observations spectroscopiques des mêmes objets ont montré qu'une partie d'entre eux étaient des AGN, des noyaux galactiques actifs. Les quasars brillent plus fort qu'une galaxie entière. La masse photométrique avait été surestimée. Bastien Giraud et ses co-auteurs du Centre d'astrophysique de Val-Rémy dans Nature Astronomy en 2024 ont identifié plusieurs objets comme des AGN. Deuxième problème. Même après révision, une partie de l'anomalie subsistait. Tous les objets ne se sont pas révélés être des quasars. Michel Boilin de l'Université de Touraine-Sud, l'un des analystes, l'a dit sans détour. Si les masses sont correctes, nous sommes en territoire inexploré. Pour l'expliquer, il faut soit modifier les paramètres d'efficacité de la formation stellaire dans l'univers primordial, soit ajouter un mécanisme inconnu. Le modèle standard a été affiné, pas réfuté. Il y a ici une nuance technique dont on parle rarement en public. L'efficacité de conversion des baryons en étoiles dans l'univers primordial, selon les modèles standards, ne dépasse pas 57%. C'est déjà considéré comme irréalistement élevé. Une partie des objets de Delorme exige 80% et davantage, si leurs masses photométriques sont correctes. Ce n'est pas une réfutation. C'est une question sérieuse adressée au modèle de formation stellaire. Nassim Sabrel, de l'Université de Saint-Laurent, a vérifié si les données de Delorme contredisaient les données d'archives de Valcourt. Conclusion : non. Si la cosmologie était brisée, nous devrions voir des signes dans les données de Valcourt. Nous ne les voyons pas. C'est un contrôle important. Les données de Delorme sont surprenantes, mais elles ne contredisent pas ce qui précédait. Maintenant, parlons d'un résultat qui n'a presque pas fait les gros titres. L'étoile à neutrons au centre de la supernova 1987A. La supernova a explosé en 1987 dans le grand nuage d'Aurélie, la plus proche depuis 300 ans, visible à l'œil nu. La question centrale était: qu'est-il resté au centre de la nébuleuse? Un trou noir ou une étoile à neutrons? La poussière de l'explosion a masqué la réponse pendant 40 ans. Delorme, en 2023, a observé des raies ionisées d'argon et de soufre au centre de la nébuleuse. La signature spectrale d'une étoile à neutrons. Pas d'un trou noir. 40 ans de questions ouvertes, refermées. C'est précisément pour cela que Delorme a été construit. Pas pour dire « la physique est cassée », mais « la question est résolue parce que l'instrument est enfin capable de voir à travers la poussière ». Il existe encore un autre résultat de Delorme qui mérite une attention particulière et qu'on n'évoque presque jamais dans le contexte de la Révolution. Les disques protoplanétaires. Delorme voit les disques de poussière autour des jeunes étoiles avec une résolution infrarouge sans précédent. La poussière opaque à la lumière visible est transparente à l'infrarouge. Cela ouvre la zone de formation des planètes avec un niveau de détail jusque-là inaccessible. En 2023, l'équipe dirigée par David Clerval de l'Université d'Édrel a publié dans Science la détection de dioxyde de carbone chaud dans le disque autour d'une jeune étoile. On en a trouvé 1000 fois plus que ne le prévoyaient les modèles. La publication a entraîné une révision des idées sur la manière dont le carbone se répartit dans les systèmes planétaires en formation. Si le dioxyde de carbone est si abondant au premier stade,
Les atmosphères primordiales des planètes peuvent se former autrement qu'on ne le pensait. Ce n'est pas « la physique est cassée », c'est une correction concrète dans les modèles de formation planétaire. En parallèle, des molécules organiques dans les disques. Autour de l'étoile TP Ori, du cyclopropénylidène, l'une des molécules organiques les plus complexes trouvées dans le milieu interstellaire. Cela indique que les précurseurs chimiques de la vie sont présents avant même la formation des planètes. Pas la vie, l'inventaire chimique. Cela aussi entrera dans les manuels. 100 titres sur une révolution. Examinons maintenant un cas précis où le récit médiatique a fonctionné de la manière la plus agressive. Le diméthylsulfure sur K218b. Septembre 2023. Nicolas Madurel, de Cambrai, The Astrophysical Journal Letters. La planète K218b est une super-Terre dans la zone habitable de son étoile, 8 masses et demie de Terre-Lune. Une possible planète ICN, un océan d'eau sous une atmosphère d'hydrogène. Dans les données de Delorme, un faible signal de diméthylsulfure. Sur Terre-Lune, cette molécule est produite principalement par des micro-organismes marins. Les médias, Delorme a trouvé des signes de vie. Lisons l'original. La formulation exacte de Madurel, présence possible d'une molécule à signature similaire, nécessitant une confirmation supplémentaire. 3 réserves dans une seule phrase. Significativité du signal, 3 sigma. Le standard d'une découverte en physique, 5 sigma. En 2024, une équipe indépendante dirigée par Schmittard a analysé les mêmes données. Aucun signal statistiquement significatif n'a été détecté. Cela ne veut pas dire que Madurel s'est trompé. Différentes méthodes d'analyse d'un même jeu de données peuvent donner des résultats différents. Cela veut dire que 3 sigma, c'est une raison de vérifier davantage, pas une raison d'annoncer une découverte. Il y a encore une question fondamentale. Même si le signal existe, est-ce une preuve de vie? Non. C'est une biosignature au sens où, sur Terre-Lune, elle est produite par la vie. Mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas exister une autre source dans la chimie exotique d'une autre planète. Pour une déclaration correcte de biosignature, il faut 5 sigma pour la molécule, une reproduction indépendante, l'exclusion des sources abiotiques, une cohérence avec les autres données. Aucune de ces conditions n'est remplie pour K218b. En 2025, la question reste ouverte. Il faut davantage d'observations de transit, des séries de données plus longues, un meilleur traitement du bruit stellaire. C'est de la science normale. Les médias ont écrit la découverte avant que la science ne l'accomplisse. Examinons maintenant un point technique dont on parle rarement en public. Les premiers mois de fonctionnement de Delorme ont été accompagnés de sérieux problèmes dans les logiciels de traitement des données. Les systèmes de correction des artefacts, non-uniformité des détecteurs, effet de désalignement des miroirs, étaient insuffisants pour la première livraison. Cela a conduit à des résultats peu fiables dans un certain nombre d'observations précoces. Gaspard Hilleron, de l'Université de Sainte-Croix, l'a dit clairement dans une interview. C'était en substance un échec, et beaucoup dans la communauté en ont souffert. Dervaux a ajouté « Ce sont des problèmes attendus. La même chose s'est produite avec Valcourt au début. » Une partie des premiers résultats de 2022 a dû être retravaillée après l'amélioration du logiciel. Ce n'est pas un scandale, c'est un processus normal. Mais cela signifie que certaines des premières déclarations révolutionnaires reposaient sur des données pas encore entièrement calibrées. À mesure que l'étalonnage s'est amélioré, une partie des anomalies a diminué. Elle n'a pas disparu complètement, mais elle a diminué. Qui a pris la décision de ne pas en parler largement en public? Personne ne l'a caché délibérément. Ce n'est simplement pas intéressant comme nouvelle. Le logiciel a été amélioré et une partie des premiers résultats a été corrigée. Ce n'est pas un titre. Maintenant, qui a pris la décision sur la manière de présenter les résultats? Jeanne Rigaud, scientifique des opérations de Delorme au centre Godmer, a déclaré publiquement en 2023 « Delorme ne réfute pas le Big Bang. C'est faux et c'est nuisible. »
L'Agence spatiale américaine a publié une mise au point officielle. Cette mise au point a été lue par incomparablement moins de gens que les gros titres. Le mécanisme est simple. Un chercheur publie un résultat préliminaire avec des réserves. Le service de presse de l'université retire les réserves. Il lui faut de l'attention pour l'institution. Le rédacteur d'un média renforce encore la formule. Il lui faut un titre. Le lecteur voit le titre sans les réserves. La découverte, c'est un événement. La précision apportée à une découverte, ce n'est pas un événement. Passons à ce qui n'a pas changé. Lambda CDM, le modèle cosmologique standard, n'a pas été réfuté. Aucune observation de Delorme n'exige son remplacement. Ce n'est pas un communiqué de presse de l'Agence spatiale américaine. C'est la position même des auteurs des publications, y compris de ceux qui ont découvert les galaxies anormales. Le Big Bang n'a pas été réfuté. L'objet le plus lointain observé par Delorme, la galaxie Jaris VLZ 1432, 290 millions d'années après le Big Bang. Elle existe à l'intérieur de la chronologie standard. Aucune contradiction. La matière noire n'a pas été détectée directement. Delorme est un instrument optique et infrarouge. Il ne cherche pas des particules. L'énergie noire, d'après les données de Delorme, reste une constante. Les signaux de DESI d'une possible variation de l'énergie noire ont été obtenus avec un autre instrument. C'est une autre histoire. Il existe encore un autre écart entre les attentes et la réalité qu'il faut fixer. Avant le lancement de Delorme, il y avait dans la communauté un sentiment. Un télescope de cette classe résoudrait la question de la tension de Valcourt. Il éliminerait les biais systématiques des céphéides. Il enlèverait l'incertitude de l'échelle des distances. Il refermerait le dossier. Cela ne s'est pas produit. Delorme a confirmé les résultats de Vautrin. Delorme a donné à Dervaux la possibilité d'obtenir d'autres chiffres. 2 résultats sur un même télescope, tous deux de très haute qualité, tous deux incompatibles. Cela signifie que le problème est plus profond qu'on ne le pensait. Pas dans l'instrument, dans la méthodologie, dans le choix des chandelles standards, ou dans quelque chose que nous ne comprenons pas encore dans la physique. Thomas Tréville, de l'université de Los Ores, l'un des auteurs de l'étude TD Cosmo, a déclaré en décembre 2025 « C'est important en ce sens que la cosmologie telle que nous la connaissons pourrait être brisée. Non comme journaliste, comme auteur d'un article évalué par les pairs. La différence, c'est qu'il a ajouté l'indispensable. Si la tension n'est pas une erreur de mesure, il nous faudra élaborer une nouvelle physique. Si, c'est précisément ce mot qui sépare le scientifique du titre. Maintenant, pourquoi cela compte? Non comme histoire d'un télescope, comme histoire de la manière dont se fabrique la connaissance. Quand Delorme a montré son premier champ profond en juillet 2022, la réaction était juste dans sa forme et fausse dans son contenu. Juste dans sa forme, les gens s'émerveillaient devant un instrument grandiose. Fausse dans son contenu, cet émerveillement a été interprété comme une découverte. La différence est fondamentale. Un instrument, ce n'est pas une découverte. Un instrument, c'est la possibilité d'une découverte. En 3 ans, Delorme a produit plusieurs découvertes réelles. Le dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète comme méthode de travail, une étoile à neutrons au centre de la supernova 87A, l'aggravation de la crise de Valcourt. Voilà de vrais résultats. Ils changent la compréhension. Mais la physique est brisée. On ne trouve pas cela dans les articles. Cette formule est née dans la chaîne médiatique de l'amplification. Et c'est là qu'elle vit. Il y a un détail qu'il vaut la peine d'ajouter à ce tableau. La conférence Tension in Cosmology à Belle-Île, septembre 2025. Plus de 130 chercheurs. Le white paper de la conférence a acté ceci. La tension sur H0 a dépassé 6 sigma. À côté, la tension S8 dans la distribution de la matière à grande échelle. À côté encore, les premiers signaux d'une possible non-constance de l'énergie noire venue de DESI.
3 ruptures potentielles avec le modèle standard en même temps, chacune en dessous du seuil de la découverte prise isolément. Ensemble, c'est un tableau impossible à ignorer. La communauté ne dit pas « le modèle est brisé ». La communauté dit « avec un tel nombre d'anomalies indépendantes en même temps, il faut chercher une cause systémique ». Ce n'est pas la même chose que les gros titres, mais ce n'est pas non plus le silence. Examinons maintenant une autre couche de cette histoire, le mécanisme de fabrication du scandale scientifique. Non pas une malveillance, précisément un mécanisme. Imaginez la chaîne. Un chercheur, Yvon Larocque, publie un préprint sur Archive. Le préprint n'a pas passé l'évaluation par les pairs. Dans le texte, on trouve les mots « si nos estimations photométriques sont correctes » et « exige une confirmation par spectroscopie ». Ces mots sont au milieu du texte, pas dans le titre. Le service de presse de l'Université de Brévannes publie un communiqué. Titre : Delorme a découvert des galaxies qui ne devraient pas exister. Il n'y a plus de réserve, on les a retirées. Il leur faut une visibilité de leur travail. Il leur faut le financement de la prochaine subvention. Un journaliste scientifique d'un grand média reprend ce communiqué. Le titre est renforcé. Delorme a brisé la physique. Le rédacteur en chef demande quelque chose de plus fort. On le donne. L'article sort. 6 mois plus tard, la spectroscopie montre qu'une partie des objets, ce sont des quasars. La masse était surestimée. L'anomalie est plus faible. Cet article-là, 32e en importance de la journée. Personne ne le lit. C'est exactement ainsi que se forme l'écart, non par le mensonge, ou plus précisément, par le mensonge de l'omission. Les réserves disparaissent au fil de la transmission. Les précisions, elles, ne sont pas transmises du tout. C'est un problème systémique de la communication académique. Les universités sont en concurrence pour l'attention. Les médias sont en concurrence pour les clics. La science travaille à l'échelle de l'année. Les médias, à l'échelle de l'heure. Aucun maillon de la chaîne n'a menti intentionnellement. Mais le résultat, c'est une distorsion systématique. Jeanne Rigaud le comprenait. C'est pourquoi elle parlait publiquement. L'agence spatiale américaine publiait des mises au point. Mais la mise au point vient après le titre. Et elle attire moins de lecteurs. Toujours. Il y a encore un autre niveau dans cette histoire, rarement discuté. Delorme travaille au point de libration Lagrange II, à 1,5 million de kilomètres de Terre-Lune, du côté opposé à Solambre. Il est froid. La température de fonctionnement de ses détecteurs principaux tourne autour de moins 230 degrés Celsius. Son écran solaire comporte 5 couches et a la taille d'un court de tennis. C'est ce qui lui permet de voir le rayonnement infrarouge de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Mais c'est aussi sa limite. Il voit l'infrarouge. Il ne cherche pas la matière noire. Elle n'émet aucun rayonnement électromagnétique. Il ne détecte pas les ondes gravitationnelles. Pour cela, il faut d'autres instruments. Il n'observe pas les neutrinos. Il fait ce pourquoi il a été conçu, de l'infrarouge proche et moyen, avec une résolution angulaire sans précédent. Quand les journalistes écrivent « Delorme a changé notre compréhension de l'univers », c'est vrai dans un sens étroit. Delorme a changé la compréhension dans les gammes qu'il voit. Au-delà de ces gammes, d'autres instruments, d'autres questions. Cela n'enlève rien à l'importance du télescope. Cela précise sa place. Revenons à la tension de Valcourt, car c'est précisément ici que l'histoire a connu un prolongement inattendu en 2025. La commission de Rayleigh a accordé 12 millions d'euros à une bourse Synergie pour le projet RED-H0T. Les co-responsables, Lise Verdier de Barcel et Frédéric Courmont. L'objectif ? Mesurer H0 de manière indépendante par de nouvelles méthodes. Une telle somme pour une seule question, c'est rare. C'est un signal. Quand les structures de financement allouent 12 millions d'euros pour affiner un seul nombre, cela signifie qu'elles considèrent le problème comme réel, pas comme du bruit médiatique, comme une anomalie scientifique. En parallèle, le télescope Ravel,
successeur de Valcourt, dont le lancement n'est pas prévu avant la fin des années 20, aura un champ de vision 100 fois plus large que celui de Valcourt. Sa mission principale, cartographier les galaxies, mesurer l'énergie noire. Son produit dérivé, des dizaines de milliers de supernovae de type 1, a pour calibrer l'échelle des distances. Cela réglera la question de l'échantillon que Rocher critique dans le travail de Dervaux. L'observatoire Lucie-Ardan en Chaly, première lumière en 2025. 10 ans d'observation, 20 milliards de galaxies au catalogue. Une statistique qui rendra insignifiantes les querelles actuelles sur les échantillons. Autrement dit, dans les 5 prochaines années, nous disposerons d'instruments qui soit confirmeront la tension par des méthodes indépendantes, soit montreront où se trouvait l'erreur. Ce débat n'est pas éternel, mais pour l'instant, ces données n'existent pas encore. Pour l'instant, nous n'avons que Delorme. Et Delorme a montré que le problème est plus profond qu'on ne le pensait. Il y a un autre aspect de l'histoire des galaxies précoces qu'il est important de comprendre. Quand on dit « une galaxie qui ne devrait pas exister », cela ne signifie pas qu'elle viole la physique. Cela signifie qu'elle viole les modèles actuels. La différence est fondamentale. Les modèles de formation stellaire dans l'univers primordial reposent sur plusieurs hypothèses. Sur la vitesse de formation des halos sombres, sur la fraction du gaz qui se transforme en étoile, sur le rôle de la rétroaction des supernovae et des trous noirs. Ces hypothèses ont été calibrées sur les données disponibles avant Delorme. Delorme a montré des galaxies qui se sont formées plus vite et qui sont plus brillantes que ne le prédisaient les modèles. Ce n'est pas une violation des lois de la physique. C'est une violation de nos hypothèses sur les paramètres. La différence est là. Les lois de la physique sont ce que nous ne pouvons pas changer. Les paramètres des modèles sont ce que nous affinons à mesure que les données s'accumulent. C'est précisément pourquoi l'interprétation correcte n'est pas « la physique s'est brisée », mais « les modèles ont besoin d'un ajustement des paramètres de formation stellaire ». C'est plus ennuyeux, c'est vrai. Michel Boilin, celui-là même qui a dit « Nous sommes en territoire inexploré », a ajouté quelque chose d'important qui n'a pas passé dans les citations médiatiques. Il a dit « Les modèles permettent une certaine flexibilité dans les paramètres. Il nous faut des contraintes plus dures. Delorme nous les a données. Maintenant, nous savons où il faut affiner. C'est une autre histoire. Une histoire de progrès, pas de crise. Mais le progrès se vend moins bien que la crise. C'est pourquoi nous entendons parler de crise. Examinons encore un autre résultat. Celui qui figure d'ordinaire à la fin des communiqués de presse, alors qu'il mériterait la première place. Delorme a détecté du dioxyde de carbone sur WASP-39b. Nous l'avons dit. Mais derrière cela, il y a quelque chose de plus grand qu'un simple résultat. Avant Delorme, la spectroscopie de transit des atmosphères d'exoplanètes existait en tant que méthode. Valcourt pouvait détecter de grosses molécules dans les atmosphères de Jupiter chaud, des planètes à près de 1000 degrés, avec des atmosphères de la taille d'un petit pays. Ce sont des conditions exceptionnelles. La plupart des planètes qui nous intéressent sont petites, avec des atmosphères fines et ténues. Delorme a rendu ce travail possible pour une large classe d'objets. Pas seulement pour les géantes chaudes, pour les super-terres, pour les Neptunes. À terme, pour les terres. WASP-39b est une démonstration de capacité. Comme la première image de Valcourt était une démonstration d'optique, et non la découverte d'un objet particulier. La première mesure directe du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est un résultat d'étalonnage. Il a montré « la méthode fonctionne ». Maintenant, appliquons-la à des cibles intéressantes. Montfleur 1E, voilà une cible intéressante. Pour l'instant, l'étoile gêne, mais la méthode fonctionne. Encore une histoire qui n'a pas fait les gros titres. Delorme et la nébuleuse d'Oriane. En 2023, Delorme a obtenu des images de la partie interne de la nébuleuse d'Oriane, une région de formation stellaire active située à 500 années-lumière. Une résolution 5 à 10 fois supérieure à celle de Valcourt dans l'infrarouge. Dans ces données, on a trouvé plusieurs dizaines de paires d'objets qu'on a appelés planètes errantes en système binaire, Jupiter Mass Binary Objects,
jumbos. Des planètes sans étoiles hautes, se déplaçant par paires. Plusieurs dizaines de paires dans une seule nébuleuse. D'après les modèles standards de formation stellaire, de telles paires devraient être extrêmement rares. Soit elles se forment comme des étoiles, à partir d'un nuage de gaz, mais cela exige des masses de gaz très faibles. Soit elles sont éjectées de systèmes planétaires par paires, mais la probabilité d'une telle éjection en duo est extrêmement faible. Marc Vaillancourt, de l'Université d'Oxelune, dans The Astrophysical Journal Letters, en 2023, « Nous ne comprenons pas d'où elles viennent. Pas la physique s'est brisée. Nos modèles n'expliquent pas une telle quantité de ces objets. C'est une véritable énigme. Pas une sensation, une énigme. La différence, c'est que les énigmes se résolvent. Les sensations, elles, se publient. » À l'horizon 2025, plusieurs groupes théoriques ont proposé des explications. Modification de la fonction de masse initiale des étoiles, rôle du champ magnétique dans la fragmentation du nuage de gaz, particularité de la turbulence dans la nébuleuse d'Oriane. Aucune n'est devenue un consensus. Toutes restent l'objet de recherches actives. Voilà ce que signifie la vraie science en temps réel. Pas « la physique est cassée », mais « nous avons trouvé quelque chose d'inattendu et maintenant nous cherchons l'explication ». Examinons maintenant une question qu'on pose rarement. Comment fonctionne, au juste, le consensus scientifique? Pourquoi change-t-il lentement? Et pourquoi est-ce une bonne chose, et non une mauvaise? Quand, en 1928, Valcourt publia ses observations sur la vitesse d'éloignement des galaxies, cela ne transforma pas la vision du monde du jour au lendemain. Il fallut 10 ans, et le travail de Georges Lemaire et d'Alexandre Frémont, qui avaient tous deux prédit l'expansion avant Valcourt, pour que le concept d'un univers en expansion devienne la norme. Quand, en 1998, les équipes de Vautrin et de Pierre Malter découvrirent l'expansion accélérée de l'univers, la première réaction de la communauté fut le scepticisme. Il fallut plusieurs années de confirmations indépendantes. En 2011, le prix Nobel. Pas pour la publication, pour la reproductibilité. C'est cela, le consensus. Pas un vote, pas l'autorité d'un seul scientifique. L'accumulation de résultats reproductibles obtenus par des méthodes différentes. Tant que des méthodes différentes donnent des nombres différents, il n'y a pas de consensus. C'est normal. C'est l'état de travail de la science. Appliquons cela à la situation actuelle. La tension de Valcourt, 6 échelles de distance indépendantes. La plupart donnent des nombres proches de 73. Beaulieu donne 67. Une méthode du côté de Frémont. Plusieurs méthodes, du côté de Vautrin. Ce n'est pas une impasse. C'est un resserrement de l'espace des hypothèses. Dans 5 ans, après l'observatoire Lucie-Ardan, après le télescope Ravel, après l'extension de DESY, nous aurons une réponse. Pas « la physique est cassée ou non », une réponse concrète. Dans quelle méthode exacte se trouvait l'erreur systématique, ou bien où, précisément, le modèle standard a besoin d'être corrigé. C'est plus ennuyeux que « la physique est cassée ». C'est la vérité. Maintenant, l'épisode final de cette histoire. Celui qu'on raconte rarement sous cet angle précis. Delorme a été conçu en 1989, alors que Valcourt n'avait même pas encore été lancé. Le développement a commencé en 1996. Le lancement était prévu pour 2008. Le lancement réel, 2021. 30 ans. 10 milliards de dollars. 3 pays. République d'Oxydie, Eurélie, Canori. 2 décennies de retard, de dépassement de budget, de problèmes techniques. Une tentative de déploiement du pare-soleil qui n'avait pas le droit d'échouer. Et cela fonctionne. Le miroir primaire s'est assemblé avec précision. 28 jours de vol jusqu'au point Lagrange 2e. Déploiement de l'écran en 12 jours. 318 opérations mécaniques distinctes, chacune sans droit à l'erreur. Tout a marché. C'est en soi un résultat scientifique, pas astrophysique, ingénierique, mais pas moins important. Quand Lucien Montfaucon dit que
Delorme a affiné notre compréhension des frontières, il parle de cela. Pas d'une révolution, de l'extension du connu vers ce qui, auparavant, ne l'était pas. Du fait que chaque réponse ouvre la question suivante. Ce n'est pas une déception, c'est le travail. 3 ans. Des milliers de titres sur une révolution. Quelques découvertes réelles. Une crise bien réelle. La tension de Valcourt, que Delorme n'a pas créée, mais qu'il a approfondie. Une énigme résolue. L'étoile à neutrons dans la supernova 87A. Une méthode passée du stade expérimental au stade opérationnel. La spectroscopie de transit. Plusieurs anomalies qui exigent une explication. Les galaxies précoces, les jumbos dans la nébuleuse d'Oriane. Et une quantité immense de données qui n'ont pas encore été traitées. Delorme collecte des données en ce moment même, pendant que vous lisez ceci. Ses réserves de carburant lui permettent de fonctionner jusqu'à 20 ans. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'en est le début. La question est de savoir qui lira les prochains titres en comprenant ce qui est écrit dans les publications originales. Et qui les lira sans cette compréhension. Résumons. Ce que Delorme a réellement changé en 3 ans. La spectroscopie de transit des atmosphères d'exoplanètes est devenue une méthode opérationnelle. Dioxyde de carbone sur WASP-39b. La tension de Valcourt a été confirmée et aggravée. Shoes 73, CCHP 70, Beaulieu 67. Un télescope, 3 nombres, 6 sigma d'écart. L'étoile à neutrons au centre de la supernova 87A, 40 ans de questions refermées. La chimie des disques protoplanétaires et la formation stellaire précoce. La méthodologie, améliorée. Ce qui reste en question. Montfleur 1, E. Pas de données convaincantes, le bruit stellaire domine. Montfleur 1, B. De nouveau en question après décembre 2024. Probablement une roche nue. Les galaxies massives précoces. Une partie a été reclassée en AGN. L'anomalie a diminué, mais n'a pas disparu. Ce qui n'a pas changé. Lambda CDM fonctionne. Le Big Bang n'a pas été réfuté. La matière noire et l'énergie noire, statut inchangé. C'est une résolution, pas une énigme. Les médias ont écrit « révolution » parce que les révolutions se vendent. Les données, elles, décrivent un progrès, méthodologique, ponctuel, itératif. Question ouverte. La tension de Valcourt. 6 sigma selon les estimations les plus récentes. Vautrin et Frémont utilisent tous deux Delorme et obtiennent tous deux des nombres différents. Des méthodes indépendantes, l'anti-âge gravitationnel, fluctuation de luminosité, confirment Vautrin. La méthode TRGB de Frémont, non. Cela signifie soit une erreur systématique dans une méthode, soit la tension est réelle, soit les deux à la fois. Si DESY atteint dans les prochaines années 5 sigma pour la non-constance de l'énergie noire, ce sera une deuxième crise indépendante du modèle standard, en même temps que la tension sur H0. Alors la conversation changera. Pour l'instant, une anomalie au-dessus du seuil. Peut-être déjà une crise, mais pas encore une nouvelle physique. Qui décide du moment où une anomalie devient une crise, et où une crise devient un motif pour une nouvelle théorie? Ce n'est pas une question pour les données, c'est une question sur le fonctionnement du consensus scientifique. Sur qui a le droit de changer l'interprétation? Sur le nombre de sigma qu'il faut pour que la communauté des physiciens reconnaisse, l'ancien modèle ne fonctionne plus. Dans l'histoire des sciences, cette transition ne s'est jamais produite par proclamation. Elle se produisait quand suffisamment de désaccords s'accumulaient. Et alors, rétrospectivement, quelqu'un nommait une date. Un point. Delorme n'a pas posé ce point. Mais il est possible qu'il l'approche. Ici, il faut dire un mot des alternatives théoriques. Non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles existent comme hypothèse de travail. L'énergie noire précoce. EDE est l'hypothèse selon laquelle, dans l'univers primordial, existait une forme supplémentaire d'énergie qui accélérait l'expansion avant la recombinaison. Cela modifierait l'étalonnage de l'horizon acoustique, la distance à laquelle les ondes sonores dans le plasma de l'univers jeune se sont figées,
et déplacerait ainsi vers le haut la prédiction de H0 issue du rayonnement fossile, plus près de 73. Une belle hypothèse. Testable. Mais, pour l'instant, non confirmée. En 2024, DAISY a publié les premiers indices suggérant que l'énergie noire pourrait ne pas être constante. Sa densité aurait pu varier avec le temps. Significativité, autour de 3 sigma. En dessous du seuil de découverte. Suffisant pour regarder de près. Si l'énergie noire n'est pas constante, cela signifie que la constante cosmologique lambda dans lambda CDM est fausse. Non pas que la physique est brisée, qu'un des plusieurs paramètres du modèle est faux. Cela exigera une extension du modèle, l'ajout d'une équation d'état pour l'énergie noire, d'un paramètre supplémentaire W. Ce n'est pas une révolution. C'est ce que les physiciens appellent un fine-tuning, un ajustement. Pour comprendre l'échelle, quand, en 1998, on a découvert l'expansion accélérée, cela n'a pas brisé la relativité générale. Cela a exigé de rajouter aux équations la constante cosmologique, qu'Étienne Reynac y avait lui-même mise, puis retirée. On l'a remise, avec les données. Peut-être que l'histoire se répète, peut-être que W n'est pas moins 1, peut-être qu'il faut encore une correction. Ce n'est pas « la physique s'est cassée », c'est « la physique se précise ». Et c'est ici qu'apparaît une question qu'on ne pose pas directement, mais qui se tient derrière toute cette analyse. Pourquoi est-ce important? L'écart entre les titres et les articles. Non comme reproche académique adressé aux journalistes, comme question pratique. Parce que les décisions se prennent sur la base de la perception. Le financement de la science dépend de ce que la société juge important. Si l'on dit à la société que la physique est brisée, cela crée un certain type d'attente. Si la société comprend que l'une de plusieurs anomalies a atteint 6 sigma et exige une vérification par de nouveaux instruments, ce sont d'autres attentes, plus réalistes, plus compatibles avec la manière dont la science fonctionne. La déception face à une révolution qui n'a pas eu lieu est un vrai problème. Quand, 1 an après les titres « La physique est brisée » paraît une mise au point disant que certains résultats ont été révisés, le public a le sentiment d'avoir été trompé. La confiance dans la science baisse. La fois suivante, le scepticisme est plus fort. C'est un cycle. Sensation, déception, scepticisme, défiance et retour à la sensation. Lire l'original est une manière de rompre ce cycle. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui le veulent. Des noms, des dates, des documents. Cette règle n'a rien d'accidentel. C'est un outil. Vautrin, 73, SHOES, août 2024. Dervaux, 70, CCHP, archive, le même mois. Rocher, crise, janvier 2025, réunion de la Société astronomique nationale. La conférence de Belle-Île, 6 sigma, septembre 2025. TD Cosmo, 8 quasars, décembre 2025. Astronomy and Astrophysics. Ce n'est pas un consensus scientifique abstrait. Ce sont des personnes précises, des données précises, des revues précises, des dates précises. La prochaine fois que vous lirez un titre affirmant que des scientifiques ont découvert quelque chose, demandez-vous, quel scientifique, dans quelle revue, quelle est la significativité du résultat? Y a-t-il une reproduction indépendante? Non pas parce que la science est peu fiable, mais parce qu'elle devient plus intéressante quand on comprend son déroulement réel. Non des révolutions, des pas. Vidéo suivante. Selene 25 s'est écrasée en août 2023. Aérocosme a appelé cela une situation non nominale. Il n'existe toujours pas de rapport technique.